Repérez vos points forts et vos points faibles. Compréhension de l'oral. Comprendre l'essentiel d'un document court. Exercice 1. La ville de Toul est en train de négocier avec la SNCF pour obtenir une desserte du TGV dans la ville entre Paris et Nancy. Un arrêt du TGV Est à Toul, c'est possible, mais la SNCF demande aux collectivités locales de payer la note. Elle est estimée entre 1 million et 1,5 million d'euros. Une somme que les collectivités territoriales pourront difficilement supporter, selon le maire de Toul. Nicole Feit met en avant la nécessité de services publics et constate qu'il y a injustice car d'autres dessertes dans la région sont gratuites pour les collectivités. De son côté, la CGT Cheminot conteste le surcoût annoncé par la direction de l'entreprise ferroviaire. La décision de la SNCF devrait être prise en septembre. Il y aurait 650 postes à pourvoir dans les petites entreprises et moyennes entreprises des Vosges, selon une étude de la CGPME du département. Une partie des emplois ne sont pas pourvus à cause de la pénurie de main-d'œuvre ou des difficultés d'embauche. Pour faciliter les démarches et accompagner les patrons, la CGPME des Vosges annoncera demain la mise en place d'un dispositif de soutien et de gestion des compétences. L'Open de tennis de Contrexéville commence demain après les qualifications qui se sont déroulées ce week-end. Ce tournoi féminin sur terre battue se tient dans le cadre agréable du parc thermal de Contrexéville. La compétition est dotée de 50 000 euros. Parmi les favorites, on peut citer la Française Pauline Parmentier, 127e au classement mondial. La femme de la semaine dans la région est une musicienne de passage à Nancy dans le cadre du festival Nancyphonie. La harpiste Sophie Bonduel interprétera demain soir le spectacle très personnel qu'elle a créé il y a quelques années avec son compagnon, le mime Étienne Bonduel. La mise en scène casse les codes traditionnels de la harpe et apporte un éclairage plein d'humour et d'énergie sur les coulisses du milieu de la musique classique. Surprise garantie. Rendez-vous demain soir à 21h à l'auditorium du Conservatoire de Nancy. Nancy, Laurent Vatrin, France Bleu Sud-Lorraine pour France Info. Exercice 2. Alors André, qu'est-ce que tu as fait après ta période de chômage? En fait, c'est pendant ma période de chômage que j'ai découvert ce que je voulais faire. Comme j'avais beaucoup de temps libre, je rendais visite à des copines, des amis qui avaient des ordinateurs, qui avaient des petites associations et qui connaissaient des problèmes, soit pour installer des logiciels, soit parce qu'il y avait des virus et qu'elles ne savaient pas comment les enlever. Et comme moi je m'y connais bien en informatique, très souvent je leur rendais service en intervenant sur l'ordinateur. Et souvent aussi, elle me disait qu'elle ne trouvait pas ce genre de service dans le secteur marchand. Je me suis dit, c'est une bonne idée pour moi, je vais monter ma petite entreprise. Donc je me suis renseignée, et en fait, pour monter une SARL, c'est relativement facile. On trouve les statuts sur Internet, on n'a pas besoin d'un capital extraordinaire, puisque maintenant, avec 1 euro, on peut monter une SARL. Donc, il y a 6 mois, j'ai décidé de me lancer. Et c'est en cherchant du travail d'une manière tout à fait classique que j'ai trouvé mon premier client. Lors de l'entretien d'embauche, j'ai parlé de mon projet en disant je veux me garder du temps libre parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Il y avait 2 choses qui me tenaient à cœur, donc continuer ma formation en cours du soir pour devenir psychothérapeute et monter cette petite société et la faire vivre. Et 48 heures après, la personne qui m'a embauchée m'a dit quand vous avez fini votre mission, moi j'ai du travail pour vous, ça m'intéresse votre prestation de service, je vous ferai travailler. J'ai terminé ma mission donc de comptable pur. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai signé un contrat de prestation de service avec lui. J'interviens pour le paramétrage des nouveaux logiciels comptables, j'interviens pour les sauvegardes, j'interviens pour les petits pépins et les petits soucis des réseaux. C'est une toute petite entreprise, il y a 3 personnes dans le service. Mais c'est le genre de prestation qu'il ne trouvait pas dans le commerce. Et voilà, il en a parlé autour de lui. Et j'ai actuellement une personne que je dois rencontrer demain, très exactement, et puis 2 autres qui sont en attente. Je ne sais pas si ça va se faire, mais il va peut-être falloir que je refuse des clients ou alors que je me décide à grandir et à devenir non pas chef d'une petite entreprise, mais chef d'une grosse entreprise avec au moins un salarié. Je ne sais pas si j'en suis capable ou même si j'en ai envie, mais ça marche bien et ça m'a permis de sortir d'une période de chômage qui commençait à durer un peu longtemps. Suivre un document long. Exercice 3.
Et la grande réalisation qui a peut-être lancé cette tradition en France, c'est sans doute la traduction des Mille et une nuits au début du XVIIIe siècle, en 1704, je crois, par Antoine Galland. C'est très important, pourquoi? Parce que cette traduction d'un ouvrage littéraire agréable à lire, plaisant, c'est-à-dire que ce n'est pas un ouvrage savant, c'est un ouvrage de conte. C'est un peu le Décaméron, si vous voulez, bon, pour être proche de l'Italie. Bon, c'est des contes de toutes sortes, des contes édifiants, des contes érotiques parfois, des choses sociales. Bon. Et ce livre a eu une influence absolument considérable sur toute la culture européenne, sa traduction en français, parce qu'à partir de là, toute une mode orientaliste s'est développée dans les arts et les lettres dans les pays occidentaux. Vous voyez un peu, par exemple, les Lumières en France, dans la période des Lumières, combien d'auteurs français, y compris Voltaire, y compris Diderot, se sont inspirés d'une certaine manière des Mille et une nuits pour raconter des histoires dans l'esprit des Lumières, c'est-à-dire pour défendre les idées de liberté et d'égalité qu'ils étaient en train de défendre. Et cela à partir de cette fascination de l'Orient à un moment donné, grâce aux Mille et une nuits. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine de la littérature, parce que on voit la même chose dans la peinture, bien sûr, la peinture orientaliste, peu à peu, et même dans le domaine de la musique. Bon, finalement, tel opéra de Mozart, c'est les plus célèbres, bien entendu, mais aussi des auteurs mineurs aussi qui ont pris ce filon et qui ont travaillé sur des contes des Mille et une nuits, etc. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que cela s'est passé, ces traditions orientalistes, au XVIIIe, XIXe siècle, et toute la tradition orientaliste s'est intéressée essentiellement à la littérature classique. Bien entendu, la littérature classique arabe mérite qu'on s'y intéresse. D'abord, c'est une littérature très riche, très ancienne, et très ancienne et qui a une permanence, une continuité. C'est-à-dire, elle a commencé, les textes les plus anciens dont on dispose datent du VIe siècle chrétien, c'est-à-dire d'un siècle avant la naissance de l'islam. Et cette tradition s'est prolongée jusqu'à nos jours, dans la même langue, bien entendu avec les évolutions normales de toute langue vivante, mais essentiellement la même langue, dans la même syntaxe, le même vocabulaire, etc. Et dans cette tradition, bien entendu, il y a eu des moments de gloire et des moments de stagnation et des moments carrément de décadence. Bon, comme aussi tout être vivant, quoi. Cette littérature a intéressé beaucoup les orientalistes et ils ont fait des travaux de traduction. Seulement ces traductions, contrairement à la traduction des Mille et une nuits, étaient des traductions qui étaient, si vous voulez, inspirées par un besoin plus scientifique que littéraire, plus scientifique qu'artistique. Ce n'était pas le plaisir du texte qu'ils recherchaient, mais c'est des traductions où on ne s'adressait plus à la philologie, par exemple. Donc vous avez des traductions avec des notes en bas de page, des choses comme ça, ce qui éloigne bien entendu cette littérature du public cultivé. Bon. Et au moment où cette tradition se développait au XIXe siècle, naissait une nouvelle littérature arabe. Parce que ce que nous appelons la littérature arabe moderne, est né au milieu du XIXe siècle sous l'effet, sans doute, de la crise de l'Empire ottoman, de la pénétration du capitalisme dans cette région du monde, des réformes entreprises par les sultans ottomans, de la renaissance culturelle arabe qui a commencé à se poser des questions sur le décalage qui ne cessait de s'élargir, et sur le fossé qui ne cessait de s'élargir entre l'Occident avancé, technicien, etc., et l'Orient stagnant, et à se poser la question pourquoi c'est ainsi. Donc c'est là qu'est née une nouvelle littérature. Et cette nouvelle littérature n'a pas du tout intéressé les orientalistes. Bon. Alors pour ce qui est de la France, la première traduction d'un travail fait par un auteur arabe contemporain à l'époque, c'est-à-dire de la fin du 19e, début du 20e, est une traduction d'un roman historique d'un auteur qui s'appelle Georges Zédin, qui a été traduit en 1912. Bon, c'est un roman très populaire, un peu dans le style, bon, à l'époque, toute l'ambiance littéraire était une ambiance romantique,
Bon, et ça s'explique un peu par l'évolution sociale à l'époque, c'est-à-dire l'affirmation de l'individu, l'individu devant la nature, l'individu devant la société, l'individu devant les autres, etc. Donc il y avait aussi une importance sociale à cet événement. Et Zidane, entre autres, a commencé à écrire des romans à caractère historique, inspirés de l'histoire islamique, et qui a eu beaucoup de succès à l'époque, et il y a quelqu'un qui l'a traduit en français. Bon, je ne peux pas vous dire si ça a eu du succès ou non, ça remonte très loin et on n'a aucune information sur tout cela. Exercice 4. France Inter, franceinter.com. Ça se bouffe pas, ça se mange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ils sont au cœur de notre quotidien. Les petits commerçants ou artisans sont aujourd'hui dans nos villes et nos villages les défenseurs du bien manger. Qualité, conseil, le petit commerce de proximité reste un gage de confiance pour celui qui est attaché aux bons produits. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le penser. Pour preuve, la difficulté que nous avons eue à faire venir ce matin des petits commerçants autour de cette table. Beaucoup, en effet, nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas abandonner leur clientèle un samedi matin. Voilà quand même une jolie preuve de professionnalisme, préférer ses clients à la radio. Et pourtant, il faut être clair, le petit commerce de proximité ne se porte pas très bien en part de marché. Il représente à peine 17% du commerce alimentaire du pays contre 53% pour les hypermarchés. Les boucheries, charcuteries, poissonneries, surtout poissonneries, j'ai envie de dire, disparaissent de nos centres-villes. Et il devient dans certains endroits difficile de faire ses courses ailleurs qu'au supermarché. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? À quoi ressemblent nos centres-villes ? À quoi ressembleront nos centres-villes demain ? Comment sauver le commerce de proximité ? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous avons réuni Robert Rochefort, qui est le directeur du CREDOC et l'auteur d'un rapport passionnant qui a été remis à la ministre de la Ville, Christine Boutin, il y a quelques semaines. Ce rapport est intitulé un commerce pour la ville et ce rapport va être publié sous quelques jours aux éditions de l'Aube. Monsieur Rochefort est également l'auteur du Bon consommateur et du mauvais citoyen. C'est un livre que je vous engage vivement à lire. Il est paru aux éditions Odile Jacob et en plus alors, vous êtes président de... Commission des comptes du commerce. Alors c'est quoi ça ? Ah c'est un beau titre. Eh bien c'est une fois par an, 2 fois par an pour être précis, l'endroit où toutes les fédérations de commerçants, qu'ils soient de petite taille ou de grand commerce ou de commerce par internet, se réunissent pour regarder les chiffres du commerce, pour les valider et pour débattre des sujets qui sont en jeu dans ce développement du commerce aujourd'hui. Alors, vous y êtes allé quand pour la dernière fois ? Ah bah écoutez, c'était il y a 2 mois. Et alors, qu'est-ce que ça disait ? Eh bien, nous regardions les chiffres du commerce et donc on parlait des chiffres du commerce de 2006 puisque c'est la dernière année que nous avons parce que nous sommes un peu en retard et nous constations, comme vous venez de l'indiquer d'ailleurs, qu'il y avait un petit regain du commerce de centre-ville, que les chiffres sont un petit peu moins noir qu'il l'était il y a quelques années, mais il faut rester très prudent et c'est pas valable pour toutes les filières commerciales. C'est vrai dans certaines d'entre elles, pas pour d'autres. C'est vrai. Alors, outre Monsieur Rochefort, nous avons Jean-Gérard Didier. Vous êtes au téléphone, Monsieur Didier, parce que vous êtes, vos fonctions, c'est manager de centre-ville. Vous avez notamment remis sur pied le commerce du centre-ville de Limoges et par ailleurs, alors vous avez été hier soir élu maire d'une commune rurale de 800 habitants, la Croisy-sur-Briance, c'est dans la Haute-Vienne. Et alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parmi nous ? Vous n'avez pas le train ? Qu'est-ce qui se passe ? Si, n'ayez crainte. Bonjour d'abord. Bonjour à tous. Bonjour oui. Jean-Pierre Coff. Bonjour Robert Rochefort. Bonjour. Si, tout à fait. Là, c'est une commune, effectivement, de la spécialité de la vache limousine et d'une foire très connue, une foire artisanale de commerçants non sédentaires qui, tous les 18 du mois, draine
beaucoup de monde de très très loin, les 3 départements autour de chez nous, la Corrèze, la Dordogne et la Haute-Vienne, où sur ce 18, on a la population qui quintuple pendant une journée. Le problème, c'est qu'il y avait de la neige qui était annoncée et le préfet a souhaité que les maires restent auprès de leurs administrés. Ah oui, alors donc, il neige ou pas? Alors, il n'a pas neigé, il a grêlé ce matin, mais on nous annonce à nouveau des chutes de neige cet après-midi. Sinon, j'aurais bien évidemment souhaité être avec vous plutôt qu'au téléphone, mais je pense qu'on va y arriver. Oui. En tout cas, vous intervenez quand vous voulez, et de toute façon, on va pas vous laisser en plan. N'ayez peur, on va vous interroger. Nous avons également autour de la table Xavier Bourgon, le fromager affineur de Toulouse. Enfin, il y en a d'autres, mais vous êtes le plus connu, le plus célèbre dans toute la France. Vous avez ouvert votre boutique en 76. Vous êtes à côté du marché couvert de centre-ville, donc vous êtes vraiment dans le centre-ville, et vous connaissez bien le commerce de proximité. Et puis nous avons également Thomas Chavannes. Thomas Chavannes est le président de Terre et Commerce. C'est une association qui regroupe 3000 commerçants en Bouches-du-Rhône, dans le département des Bouches-du-Rhône. Vous êtes également président délégué de la Fédération nationale des associations de commerçants. C'est bien ça? Exactement. Vous êtes encore autre chose? Vous êtes vice-président de quelque chose? Non, mais ça n'a pas d'importance, si ce n'est que le point commun, c'est qu'on essaye de réunir tous les commerçants pour pouvoir parler d'une seule voix et pour être une forte proposition vis-à-vis de nos élus. On sert à ça. Eh ben, c'est déjà pas mal. Écoutez, surtout si on vous écoute, c'est ça qui compte. Si vous parlez dans le vide, ça ne sert à rien, mais si on vous écoute, c'est pas de temps.